Salut tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler des exemples d'entreprises trop chères pour ma part et pourquoi je les achète pas. Donc en fait là j'en ai regroupé 4 par exemple, alors qui sont trop chers à l'heure actuelle hein, parce que c'est sûr qu'il y a, enfin tout bouge, hein, tout est cyclique encore une fois et que dans un an ou même il y a 6 mois, certaines entreprises pouvaient être intéressantes et au moment où vous regardez la vidéo, en fonction du moment où vous regardez la vidéo, ces entreprises-là peuvent être intéressantes. Mais en gros ce qu'il faut savoir, je vais essayer de développer un peu. Déjà, en fait, la question se pose pas sur le fait que ces entreprises-là, par exemple, les 4 que j'ai prises, ce sont des entreprises qui sont exceptionnelles, dans le sens où j'aurais pu en rajouter plein, hein, notamment Microsoft, tous les leaders en ce moment, les Magnificent Seven, etc. Et plein d'autres entreprises aux US qui font partie du S&P 500, ce sont des entreprises qui sont exceptionnelles. Mais là n'est pas la question, en fait. Aujourd'hui, je pense qu'en fait, les entreprises exceptionnelles, enfin les business models qui sont vraiment excellents, elles ont vraiment, on va dire, 3 critères. C'est-à-dire que bon, de manière générale, pour moi, un business model qui est vraiment excellent aujourd'hui a 3 critères. Premièrement, il vend aux entreprises. Deuxièmement, il est dans la capacité d'avoir des revenus récurrents, donc avoir une bonne prévisibilité des revenus, et aussi qui est scalable. Donc ça veut dire tout simplement qu'on peut avoir bénéficié d'économies d'échelle importantes, ce qui fait qu'on peut avoir, on a une bonne progression potentielle au niveau des marges, etc. Et ces entreprises-là, elles correspondent à peu près à ces critères. Alors à part Costco au niveau du fait qu'elles vendent pas aux entreprises, ils vendent directement aux particuliers au travers d'entrepôts, etc. En gros, Costco, c'est un centre de distribution, c'est un centre commercial aux États-Unis qui vend tous leurs produits à des prix extrêmement réduits parce que leurs clients vont bénéficier d'un avantage sur les prix parce qu'ils payent un abonnement. Donc en fait, toute leur marge est faite directement sur l'abonnement et donc en fait, c'est assez ingénieux comme business dans une industrie qui était finalement assez complète en termes, il n'y avait pas plus d'innovation que ça. Mais en fait, donc quand on regarde ces business-là, par exemple Fortinet aussi, hein, c'est une boîte en gros qui fait des pare-feux, des logiciels de pare-feu pour des entreprises qui gèrent beaucoup de données et aussi pour les particuliers d'ailleurs, mais il y en a à la base c'est quand même fait pour les entreprises. Mais le problème de toutes ces boîtes-là, ce sont des boîtes qui en fait sont chères, elles sont très chères. Et aujourd'hui, la question de l'avantage concurrentiel, la question de, on va dire, leur business model qui est extrêmement avantageux, c'est clair, elle se pose même pas en fait, parce que certes, ce sont des entreprises exceptionnelles, mais à quel prix en fait. La question c'est vraiment à quel prix est-ce que vous êtes capable de les payer, parce que l'investisseur, le boulot de l'investisseur, c'est quand même d'estimer la juste valeur d'une entreprise et ensuite d'être capable finalement de se fixer un prix, de se dire ok, à ce prix-là j'achète, à ce prix-là je n'achète pas, et à ce prix-là aussi je vends, parce qu'en fait moi j'estime qu'en fait quand on achète une entreprise, quand on évalue la juste valeur d'une entreprise, c'est qu'on est capable de la céder à un prix en fait. Et donc c'est pour ça que toute cette stratégie de finalement de buy and hold, etc. Pour moi, il faut pas faire du buy and hold en mode no brain, en mode dire ok bon j'achète et je vends plus, surtout quand on fait du stock picking, parce que en fait à partir du moment où votre valeur la valeur de l'entreprise que vous avez estimée ne reflète plus le prix actuel sur le marché, vous devez être capable de la vendre. Et vous devez être capable de vous dire, ok, bon là je hold pas, je buy pas, je vends. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment être prêt à tout en fait sur les marchés et psychologiquement être prêt à tout et se dire ok bon j'évalue le prix d'une entreprise, celle-ci est de qualité, elle a un avantage concurrentiel, elle n'a pas de dette, elle a de la croissance, etc. Elle a une bonne rentabilité du capital, enfin bref tout ce que vous voulez, tous les éléments quantitatifs, qualitatifs que vous voulez. Mais ensuite une fois que vous passez à l'action, il faut vous dire ok bon quand même à partir de quel prix est-ce que je vends et à partir de quel prix est-ce que j'achète aussi. Et en fait quand je me mets par exemple là, je suis sur TradingView directement sur Fortinet. Je me mets par exemple, donc ici en bas, on a globalement le prix de l'entreprise et on a le PFCF. Donc le PFCF, qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois Price to Free Cash Flow. C'est en gros le cours de l'entreprise divisé par son Free Cash Flow par action ou alors sa capitalisation boursière totale, autant dire sa market cap, et son Free Cash Flow généré. Et en gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement combien de fois est-ce que vous payez l'entreprise par rapport à son free cash flow. Aujourd'hui, on regarde, donc là on a le graphique avec l'historique sur depuis 2017, on voit qu'on paye 37 fois le free cash flow de l'entreprise. 37 fois, il faut savoir que c'est énorme. Aujourd'hui, le price to free cash flow moyen, si on se réfère au price to bénéfice, donc enfin le PER du S&P 500 est aux alentours de 29. Déjà que pour le S&P 500 c'est assez élevé par rapport à sa moyenne historique, la moyenne historique est aux alentours de 15-20, 37, c'est extrêmement élevé. Alors oui, ça peut s'expliquer, mais la question c'est à quel point est-ce que ça se justifie par rapport justement à ces explications que vous donnez. Est-ce que toutes les explications justifient le fait que vous payez ce prix-là? Et en fait, quand on regarde en fait l'historique tout simplement, bon là je suis peut-être pas sur le bon graphique, on n'a pas assez d'historique. Là je vous montre en gros, alors là on a plusieurs choses, on a le free cash flow
on a le price to free cash flow et on a les stock-based compensation. Encore une fois, aux États-Unis, quand vous achetez des entreprises, des actions aux États-Unis, faites vraiment gaffe au stock-based compensation parce que c'est un moyen qui est souvent très utilisé par le management pour se rémunérer en actions. Et le problème, c'est que ça ne bénéficie pas forcément aux actionnaires. En tout cas, ça dépend à quel point. Encore une fois, tout doit être relatif et mis à la juste proportion d'autres données. Et là, en l'occurrence, les stock-based compensation, doivent être mis en proportion au free cash flow généré. Donc là, en gros, on voit que ça va. Globalement, on a à peu près 10% de stock-based compensation, à peu près 15%, ce qui est c'est OK, quoi. Mais en fait, aujourd'hui, au prix actuel, surtout que quand on regarde par exemple depuis 2017, on est à 37 fois le cash flow. 37 fois le cash flow, alors qu'en fait, en 2017, 2018, 2019, on était aux alentours de 25 fois le cash flow au maximum. Et depuis 2020, on est monté à des ratios de valorisation qui sont assez fous. Et aujourd'hui, alors personnellement, je connaissais pas cette boîte en 2022, mais elle est redescendue à 20 fois le cash flow. Et à ce moment-là, si je la connaissais, sûrement que je serais rentré. Mais aujourd'hui, non. Parce que c'est 37 fois le cash flow. Mais tout doit être mis en proportion par rapport à finalement le rendement actuel que vous avez, la croissance potentielle future. Certes, en fait, quand vous regardez par exemple, là on était de 2017 à 2020, donc on va prendre de 2017 à 2020. On va même prendre de 2020 aujourd'hui à allez, on va prendre à la moitié de la crise Covid quand même. On prend $18, on reprend, on arrive maintenant, on est à plus 300%, ce qui est énorme aujourd'hui, ce qui est clairement énorme. On prend de 2017, tac, on prend de 2017, donc tac, on va voilà, 2017 ici, bim, et on va jusque la crise du Covid. Donc on est à peu près à 300% aussi, un petit peu moins. Alors que pourtant, on avait la même croissance. On a eu la même croissance, et en fait, on était à des prix sur bénéfices qui étaient beaucoup plus faibles. Donc ça veut dire que la croissance qu'il y a eu ces dernières années, depuis 2020 jusque maintenant, n'est pas seulement due à la croissance des bénéfices, mais elle est aussi due à la croissance des multiples. Et est-ce que ça c'est durable? Non, parce que les multiples, c'est cyclique. Quand vous pouvez toucher 20, vous pouvez aller à 40, vous pouvez aller à 50, mais après vous revenez à 15, etc. Bref, c'est très cyclique. Et là, la croissance qu'on a eue de 2020 à aujourd'hui, étant donné qu'on a multiplié les multiples, on a multiplié le free cash flow, le price to free cash flow par 2, forcément, la croissance de Fortinet, la croissance du cours de Fortinet n'est pas forcément due à la croissance du bénéfice par action ou à la croissance du free cash flow par action, mais plutôt à la croissance du multiple, en fait, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment il faut faire gaffe, parce qu'en fait les multiples, c'est pas le multiple qui est important, même si c'est important de voir à quel multiple vous achetez. Ce qui est important, c'est aussi la croissance des bénéfices. Et vous devez vous servir vraiment des deux composantes pour savoir quand est-ce que vous rentrez sur l'entreprise, quand est-ce que savoir vous sortez aussi. Et donc voilà. Donc là, je vous ai pris deux exemples qui sont assez extrêmes, mais on va comprendre ensemble. Donc imaginons que vous ayez une première entreprise qui vous verse 2% de rendement. 2% de rendement, c'est quoi? C'est en gros un price to free cash flow de 50. Pourquoi? Parce que 1 sur 50, ça fait 2%. Et donc en gros, ça veut dire que tous les ans, vous recevez 2% en termes de free cash flow par rapport à ce que vous avez payé donc à l'entreprise. Donc 2% de rendement. Et que la croissance potentielle future, elle est de 10%. Donc ça, globalement, si vous faites le rendement global, vous avez 2 plus 10%, donc vous avez à peu près un rendement de 12% par an. À côté, vous avez par exemple une autre entreprise qui a un rendement de 8% actuel, donc qui s'échange à un price to free cash flow à peu près de 12, quoi, et que vous ayez une croissance potentielle future qui est plus faible, par exemple de 4%. Là, vous avez aussi un rendement de potentiel futur de 12%, en fait, parce que vous avez juste deux composantes. Ces deux composantes-là, elles sont différentes. Et la question, c'est à quel point est-ce que vous jugez, enfin pas vous jugez, mais vous pondérez l'importance de ces différentes composantes. Est-ce que vous estimez que le rendement est plus important? Est-ce que vous estimez que la croissance potentielle future est plus importante? Personnellement, je privilégie le rendement, dans le sens où la croissance potentielle future, c'est potentiel et c'est futur, donc personne ne connaît le futur, donc on ne sait pas quelle va être cette croissance. Et surtout, plus vous faites cette estimation sur de longues périodes, donc sur 5, 10, 15 ans, etc., moins vous avez de visibilité et moins vos estimations peuvent être probables, on va dire. Donc c'est pour ça que ce que vous devez faire en tant qu'investisseur, je pense, c'est chercher déjà les deux. Rechercher les deux dans le sens où vous devez avoir de la croissance, mais vous devez aussi avoir des multiples qui sont faibles. Comme ça, vous pouvez jouer sur ces deux composantes-là. Par exemple, imaginez que vous trouvez une entreprise qui a une croissance potentielle future pareille de 10%, mais qui a un rendement que l'entreprise, j'en sais rien, elle a un rendement de 2% de base et qu'elle chute de 50%, vous passez de 2
à 4%. Donc là, vous passez d'un rendement potentiel de 12% à 14%. Donc c'est pour ça qu'en fait, ces deux composantes-là, alors oui, on va vous dire que la croissance des bénéfices futurs est plus importante. J'ai envie de dire oui et non, parce que forcément, le rendement aussi actuel que vous avez est important par rapport à votre risque, par rapport au risque que vous prenez. La croissance potentielle future, elle n'est pas certaine. Et donc forcément que moins vous payez cher une entreprise, moins vous prenez de risques. Et donc forcément, plus votre rendement actuel sera élevé et votre rentabilité risque sera élevée aussi, parce que vous avez une rentabilité qui sera légèrement supérieure, mais vous diminuez votre risque du fait que vous payez moins cher. Donc ça, c'est très important. Donc là, je suis sur MSCI. MSCI, c'est la même chose, c'est pareil. C'est une entreprise exceptionnelle, dans le sens où vous avez les 3 critères que j'ai dit au début. Globalement, vous avez, ils vendent aux entreprises. Ils ont des revenus qui sont en récurrent, donc ils ont une bonne prévisibilité des revenus parce que c'est des abonnements et c'est aussi un pourcentage de l'asset sous gestion des gérants de fonds qu'ils ont comme clients, etc. Et aussi, c'est très scalable parce qu'encore une fois, ils vendent des données financières, donc forcément, ils profitent d'économies d'échelle qui sont très très importantes. Mais encore une fois, là n'est pas la question. La question, elle est sur le prix. Aujourd'hui, là, je suis par exemple sur le price to earning. Donc là, c'est pas le price to free cash flow, c'est le price to earning. Donc le PER, en gros, le ratio financier le plus utilisé en finance d'ailleurs. En fait, quand on regarde, par exemple, je vais prendre le petit pinceau ici, on était là sur les 490$ en 2021, en avril 2021, là où il y a toutes les entreprises ont explosé, globalement le S&P 500 a fait une année vraiment record. On était sur MSCI, on était à peu près à 65 fois les bénéfices, par là. Voilà. Et ici, en fait, on était à 30 fois les bénéfices. Voilà, on est revenu en 2024, mai 2024, à 30 fois les bénéfices. Pourtant, le bénéfice de l'entreprise a doublé. Entre 2021 et 2024, le bénéfice a doublé. Sauf que le cours est resté le même. Pourquoi? Parce que les multiples, ils ont été divisés par 2. Donc en fait, tout est une question de... vraiment, c'est... si vous payez 60 fois les bénéfices, vous prenez le risque, par exemple sur MSCI, si vous avez payé 60 fois les bénéfices pour MSCI en 2021, vous prenez le risque un dégonflement, une dévalorisation, une dévaluation des multiples, parce que la moyenne historique du multiple de MSCI, c'est aux alentours de 30. Donc si vous payez 60, forcément qu'à un moment donné, la probabilité que vous retourniez à 30 est très élevée. Plus vous avancez dans le temps, plus la probabilité que MSCI retourne à sa moyenne historique est élevée. Donc là, en l'occurrence, on est revenu à une moyenne historique qui était de 30, et les bénéfices ont doublé, ce qui fait que forcément, comme c'est un ratio, vous avez le cours n'a pas bougé entre 2021 et 2024. Par contre, aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand c'était... Alors personnellement, moi je suis pas rentré parce que je trouvais que c'était encore trop cher, et pour le coup peut-être que j'ai eu tort. On était à peu près à 30 fois les bénéfices, à 30 fois les bénéfices, et si on actualisait avec les rapports qui allaient sortir, et globalement il y allait avoir de la croissance, on était à peu près sur peut-être 27, 26 fois les bénéfices. Donc pour un business comme MSCI, 26, 27 fois les bénéfices, pour moi c'est excellent. Après chacun son avis encore une fois. Mais tout doit être mis en perspective par rapport à un portefeuille, etc. Enfin bref. Mais dans tous les cas, la personne qui achète aujourd'hui MSCI, donc qui a acheté par exemple à 30 fois les bénéfices, c'est un deal qui est beaucoup plus avantageux, beaucoup mieux qu'avant, parce que a priori il y a toujours de la croissance sur MSCI, il y a toujours une énorme croissance à venir avec les critères ESG, les machins, les trucs du climat, etc. Ils vendent à gogo ce genre de trucs à plein de gérants de fonds, et parce qu'ils vendent beaucoup d'indices, MSCI World par exemple, c'est MSCI. Et à côté, votre croissance future, elle n'est pas forcément impactée, mais par contre, le prix auquel vous payez l'entreprise, vous le payez à un prix 2 fois plus intéressant. Donc vous prenez 2 fois moins de risques sur la partie valorisation. Et ça, c'est extrêmement important en fait. Donc là, je suis sur Salesforce. Donc Salesforce, j'ai fait une analyse normalement sur ma chaîne, donc vous pouvez aller la voir. Alors je ne sais pas si elle sera sortie au moment où je tourne cette vidéo. Normalement, elle devrait être sortie. Voilà, donc allez la voir si c'est une entreprise qui pourrait, je pense que c'est une entreprise qui pourrait vous intéresser, surtout au prix actuel. Mais voilà, là c'est le contraire en fait. On est justement sur des multiples de valorisation qui sont beaucoup plus faibles que la moyenne. Vous voyez que sur la moyenne, on est sur vraiment des multiples qui sont assez élevés, sur 39, etc. Parce que globalement, on avait une croissance de taré. La croissance ralentit un peu. Donc forcément, ce qui pourrait expliquer le fait que oui, forcément on a des multiples qui sont plus faibles, et globalement on se fait gratter les parts de marché par Microsoft, etc. Évidemment qu'il va y avoir des explications à cette baisse des multiples. Évidemment que les marchés ils sont un minimum rationnels dans le sens où ils vont agir en fonction des news, ils vont agir en fonction des explications potentielles. Mais la question c'est, est-ce que pour vous ça justifie, est-ce que cette explication justifie le fait qu'on se paye à un tel prix? Pour moi non. C'est pour ça que je t'estime qu'aujourd'hui Salesforce est à un très bon prix. Et donc voilà, donc là c'est l'inverse de tout à l'heure. Pour le coup, on est sur des prix qui sont vraiment intéressants par rapport à la moyenne historique.
Et on a de la croissance aussi, on a de la croissance. Et on a aussi les 3 critères, encore une fois, de ce que j'ai dit au début. Donc, la vente aux entreprises, ils vendent des logiciels de CRM aux entreprises, les revenus récurrents avec les current performance obligations, le fait qu'ils aient des revenus qui ne soient pas encore encaissés, mais je crois qu'ils sont à peu près 50 milliards de revenus qui ne soient pas encore considérés comme des revenus, mais qui sont des revenus contractuels et qui sont potentiels, c'est 12 à 36 prochains mois, donc c'est 0 à 36 prochains mois. Enfin bref, et aussi le fait qu'ils vendent aux entreprises directement, parce que ils vendent ça à des entreprises, ils vendent des logiciels de CRM à des entreprises, et c'est très scalable aussi. C'est très scalable parce qu'encore une fois, ils vendent des logiciels, donc forcément économie d'échelle sur les coûts, et donc voilà. Et si vous avez par exemple à la fois des entreprises dans votre portefeuille de croissance, donc par exemple vous avez ce type d'entreprise là, comme Salesforce, comme je sais pas S&P Global que vous avez acheté peut-être à un prix moins cher, ou MSCI que vous avez acheté à un prix moins cher, etc. D'un autre côté, vous pouvez compenser votre risque en achetant des entreprises qui sont pas de croissance, mais peut-être value. Par exemple, des entreprises qui sont, je sais pas, en Asie, par exemple, des entreprises en Asie, vous avez des entreprises qui sont extrêmement mal valorisées parce que justement, on a un autre risque qui rentre en compte, qui n'est pas le risque de la croissance, enfin de la valorisation pour le coup, parce que là, sur les US, on est vraiment sur un risque de valo de manière générale, hein, mais sur des pays par exemple comme la Chine ou comme je sais pas Singapour, etc. Sur la Chine, par exemple, on a le risque des VIE, le risque géopolitique chinois, l'emprise que peut avoir le gouvernement chinois sur les entreprises, ce qui fait que vous avez un autre risque qui est en fait décorrélé de ce risque que vous prenez. Et ce qui fait que vous avez une espèce de décentralisation des risques dans votre portefeuille. Et moi, par exemple, je vous prends une entreprise, c'est GNBY, tac, ici. Voilà, GNBY, moi j'ai un PRU à 7,30. 7,30, j'étais rentré, je crois, août 2022. J'étais rentré par là, août 2022, et j'ai une plus-value actuellement de x2. En fait, je suis pile à x2. En total return, je crois que je dois être... oui, je crois que je suis à x2 d'ailleurs. Je crois que je suis à x2 et là je suis à 80%, quelque chose comme ça, voilà. Avec les dividendes, je suis à pile x2. Et en fait, vous avez des risques qui sont différents. Parce que là, vous payez une entreprise qui a 4 fois le cash flow, hein, vous voyez, ça c'est vraiment ridicule. Hein, c'est vraiment ridicule. Ce qui fait que forcément, vous avez un gros dividende et vous avez des risques qui sont différents de ceux que vous prenez, par exemple, comme une entreprise comme Salesforce, une entreprise comme S&P Global, une entreprise comme MSCI, etc. Là où vous avez vraiment de la croissance, mais là où vous payez vraiment le prix fort. Là, vous avez une compensation du risque-prix de par d'autres entreprises que vous achetez qui ont une valorisation beaucoup plus faible, qui ont un autre risque qui est forcément celui du gouvernement chinois, etc. Mais que vous pouvez aussi compenser par le fait que, par exemple, ce que je fais, c'est que pour des entreprises qui sont en Chine, j'essaye de maîtriser mon risque en disant ok, je veux des entreprises qui me versent un gros dividende. Comme ça me permet de récupérer une partie de la trésorerie de l'entreprise tous les ans et de me dire ok, mon risque il se diminue, plus j'attends, plus mon risque diminue parce que je récupère une partie du capital. Et donc voilà, vous payez aussi des entreprises qui sont à des ratios de valorisation beaucoup plus faibles que le pays, que la moyenne du pays. Comme ça, vous prenez encore une fois moins de risques au niveau du prix payé. Donc voilà, donc c'est vraiment très important, et voilà, donc c'est pour faire vraiment la suite de ces entreprises-là que je trouve personnellement trop chères. Fortinet, S&P Global, MSCI, Costco. On n'a pas vu Costco sur TradingView, mais globalement c'est pareil, c'est des entreprises qui sont vraiment exceptionnelles, encore une fois, mais le prix aujourd'hui est vraiment ultra très cher, en tout cas par rapport à ce qu'on peut retrouver et par rapport aux opportunités qu'on peut avoir ailleurs. Donc juste très rapidement, là je vous montre le site que j'utilise pour faire donc mes analyses et pour avoir à peu près tous ces graphiques là. Donc c'est un site qui est vraiment très intéressant. Vous avez toutes les datas financières sur absolument toutes les entreprises, hein. Ils sont d'ailleurs backés par S&P Global, donc le meilleur fournisseur, le meilleur provider de data. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis ça fait une bonne suite logique à la vidéo. Et donc voilà, donc vous pouvez l'utiliser, il y a un lien en description, vous avez normalement 15% de réduction je crois, et vous avez aussi des jours qui sont des semaines offertes pour si vous voulez tester l'outil, etc. Donc c'est un outil très intéressant, et puis n'hésitez pas à le tester. Donc là j'étais sur Salesforce, j'étais sur Fortinet, j'étais sur également Palo Alto, vous pouvez avoir tout un tas de données. Donc là j'ai mis par exemple le free cash flow, le PFCF et les stock based compensation. Vous pouvez avoir plus de 20 000 data différents, donc c'est vraiment c'est un truc de fou. Vraiment 20 000 data différentes, c'est vraiment énorme. Ils ont aussi, je crois, je sais plus si c'est un screener ou quoi. Moi, j'utilise principalement sur les datas qu'on peut retrouver. Vous avez plus de 20 ans de data, donc c'est encore une fois excellent. Donc je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller voir ça, et puis nous, on se dit ciao.